Chers téléspectateurs d'Eden Télévision, auditeurs de Diaspora FM, merci de nous préférer, merci de vous installer confortablement. C'est bien sûr l'émission au cœur de l'environnement qui démarre. Aujourd'hui, nous allons parler de la pollution marine, menace silencieuse pour la biodiversité et la sécurité alimentaire. Pour ce faire, j'ai deux invités sur ce plateau. Dr Christian Adjé, bonsoir. Bonsoir à tous. Bienvenue sur Eden Télévision. C'est moi. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors, vous êtes océanographe, chercheur et enseignant à l'Université d'Abomey-Calavi. Oui, bien sûr. Merci. Docteur Sylvain Djibou, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes spécialiste des questions de l'environnement. Bienvenue sur l'émission au cœur de l'environnement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et c'est justement à vous que va s'adresser ma première question. Docteur, qu'est-ce que la pollution marine? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour l'honneur que vous m'avez fait pour m'inviter, pour m'associer à cette émission. Alors, je voudrais dire que quand on parle de pollution marine, oui, ou de la mer, ou de l'océan, tout ce qu'on veut, c'est la présence des déchets dans la mer. Tout simplement, pour permettre à tout le monde de comprendre, c'est la présence des déchets, des éléments qui changent l'état, si je peux m'exprimer ainsi, de la mer. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Docteur? Oui. Quand on parle de pollution marine? Non, il a bien sûr défini, parce que si on rentre dans les grandes définitions, on ne va pas comprendre. On va essayer de tout avant, j'aurais peut-être mis un accent sur le mot océanographe. Parce que dans votre présentation, vous avez dit vous êtes océanographe, oui, oui. Justement. Mais qui est océanographe? Oui. Parce que beaucoup de gens nous posent la question. Oui, de savoir c'est quoi un océanographe. Un océanographe, c'est un acteur scientifique marin. Un océanographe, un acteur marin qui est scientifique. Parce qu'il y a plusieurs acteurs du milieu marin. Nous avons les pêcheurs, nous avons les matelots, ceux qui sont dans les bateaux et autres. Là, donc il y a ceux qui font le transport maritime et autres. Mais ceux qui sont des scientifiques et qui font des recherches en mer sont des océanographes. Oui. Autrement dit, c'est des spécialistes des océans, c'est ça? Parce qu'il y a le mot océan. Oui, ce sont les spécialistes. Et dans cette catégorie, on peut même avoir deux personnes encore. Il y a des océanologues et des océanographes. Ah, dis donc. Oui. Océanologue, océanographe. Et océanographe. En fait, un océanographe, c'est quelqu'un qui fait les deux. C'est-à-dire, il est en milieu marin, il fait la recherche en milieu marin et en plus, il donne des cours à l'université. L'océanologue est quelqu'un qui donne uniquement les cours, mais qui n'est pas acteur du milieu marin. Mais ce soir, nous avons en face de nous un océanographe. Un océanographe, celui qui fait les deux. D'accord. Mais docteur, dites-nous, quelles sont les principales sources de la pollution marine? Les sources de la pollution marine, il y a peut-être trois que je vais citer. D'abord, nous avons tous les déchets ménagers. Tous les déchets qui proviennent de nos ménages. De nos ménages. Et parce que souvent, je définis la pollution marine aussi par la mauvaise gestion des déchets ménagers. C'est-à-dire, c'est quand nous gérons mal nos déchets que ces déchets se retrouvent en milieu marin. Parce que, comme vous le savez, l'homme n'habite pas la mer, mais il exploite la mer. On n'habite pas on n'habite pas un milieu, mais on le pollue. Mais comment cette pollution arrive? C'est pour ça souvent que, pour cette certaine définition, je définis la pollution marine comme la mauvaise gestion des déchets ménagers qui se retrouvent en milieu marin. Donc, premièrement, on dira que la première source, là, ce sont nos ménages, les déchets ménagers. Et quand on parle de nos ménages, c'est les hommes, c'est nous qui... C'est nous. C'est nous, surtout les populations côtières. Quand je dis populations côtières, ceux qui sont proches des océans, ceux qui sont proches de la mer. Exemple, Cotonou, Calavi et autres, Grand Popo, toutes les communes côtières, nous sommes les premiers acteurs polluants du milieu marin. C'est ça, parce qu'on vit non loin de la mer. Et tout ce que nous générons chez nous, quand on ne le gère pas bien, ça se retrouve en milieu marin, pas plusieurs canaux. À part ça, vous avez également les hydrocarbures. Les hydrocarbures, comme vous le savez, tout ce qui est produit, la majorité d'abord des plateformes pétrolifères sont souvent en milieu marin. Quand vous regardez le Nigeria en face de nous, qui produit du pétrole depuis des années, donc malgré toutes les précautions que nous prenons, nous avons des fuites de ces hydrocarbures qui se retrouvent en milieu marin. Il y a également les déversements accidentels. Comme vous le savez, il n'y a pas longtemps, on a eu un bateau qui a échoué
Fidjirosel. À Fidjirosel, tout oui, à fait. Ça, c'est accidentel parce que le bateau n'a pas choisi et il a échoué. C'est involontaire. C'est involontaire. Et dès qu'il échoue, on court, et bon, le contenant, ou bien le contenu, qui est l'hydrocarbure, s'échappe en milieu marin et on prend des dispositions pour les encadrer. Donc voilà un peu les deux grandes sources qu'on peut citer. Il y a également les pesticides, les métaux lourds, qui proviennent souvent de nos activités agricoles. Ça, c'est des activités agricoles. Oui. Okay. Et comme vous le savez, souvent, tout ce qu'on utilise dans l'agriculture se retrouve dans les bas-fonds. Et qui parle de bas-fonds parle des plans d'eau. Mais qu'en est-il des industries? Oui, c'est pareil. C'est ça. Tout ce que les eaux usées ou autres, là, donc tout ça, vous allez voir que nos canalisations aboutissent en mer. Vous prenez toutes les canalisations de Cotonou, vous allez au bord de la mer, vous allez voir que ça finit en milieu marin. C'est pour ça d'ailleurs qu'au début, j'avais déjà dit, ce sont les déchets ménagers. Les vidanges, si beau, c'est au bord de la mer. Donc voilà un peu quelques sources pour démarrer le débat. D'accord. Merci beaucoup à vous, docteur. Oui. De votre côté, M. Djibou, quel type de déchets l'on retrouve souvent et fréquemment dans ces océans-là? Merci, monsieur le journaliste. Oui. Merci, cher professeur, pour toutes les clarifications que vous avez su donner à propos des différentes sources. Alors, nous avons, comme le professeur l'a dit, nous avons diverses sources et elles sont liées aux activités humaines. C'est comme ça, ces différents déchets sont catégorisés. Mais les plus fréquents sont les déchets plastiques. En dehors des déchets plastiques, nous avons également, comme il l'a dit tout à l'heure, les autres types de déchets, comme les déchets ménagers qui se retrouvent dans l'eau par les eaux de ruissellement ou bien par l'érosion qui sont drainés. Ces déchets, on peut parler des déchets physiques et des déchets chimiques. Il a parlé des hydrocarbures tout à l'heure. Donc les plus retrouvés sont les déchets plastiques la plupart du temps. Il y a les activités de pêche aussi, par des filets, qui occasionnent également, qui font partie des types de déchets. Que l'on retrouve beaucoup plus dans la mer. D'accord. Docteur Adjei, il a parlé des déchets plastiques que l'on retrouve beaucoup plus. Mais ma question est de savoir comment ces déchets plastiques se forment et pourquoi sont-ils véritablement préoccupants? Oui, les déchets plastiques, comme vous le savez, ce sont des éléments qui ne se dégradent pas. Vous savez, le plastique peut faire 400 à 500 ans dans la nature sans se dégrader. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle c'est le déchet qu'on retrouve un peu le plus. Même déjà, tout autour de nous sur la Terre, vous voyez, les déchets, les plastiques s'envolent partout, ça tourne partout. Alors qu'au même moment, malgré les luttes alors qu'au même moment, si vous finissez de manger par exemple de l'orange, et les peaux de banane, vous le jetez, 2 ou 3 jours après, vous ne le retrouvez pas, ça se dégrade. Mais par contre, le plastique ne se dégrade pas facilement. Ça met 400 à 500 ans pour se dégrader. Tout en sachant qu'un être humain a peut-être 100 ans à faire. Je lance un sachet dans la nature. Ma progéniture Voilà. Oui, ça veut dire que pendant 5 générations, le sachet que moi j'ai lancé, je suis déjà mort il y a longtemps. Pendant 5 générations encore, on retrouve ce sachet encore dans la nature. Dis donc, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. C'est ça qui fait que ce sont les plastiques qui constituent le grand goulot d'étranglement de la pollution, que ce soit sur terre et en mer. Oui. Docteur Djibou, quelles sont les régions du monde les plus touchées par la pollution marine? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous savons qu'il y a quand même le Bénin, mais est-ce que c'est comparé à la Côte d'Ivoire, à la France, aux États-Unis? Qu'en est-il concrètement? En réalité, ce n'est pas facile de faire le classement ou de doiter les pays, mais la plupart des pays côtiers, d'accord, sont des pays les plus touchés par cette pollution. Maintenant, il y a les pays qui sont beaucoup plus aussi industrialisés et qui sont aussi côtiers. Quand nous prenons l'exemple, nous avons la Chine par exemple, il y a la Thaïlande également, et il y a également l'Indonésie qui fait partie également des pays les plus pollués quand on veut parler de la pollution marine. Mais quand nous prenons l'Europe et l'Afrique et aussi le Moyen-Orient,
il y a la plupart des pays qui sont touchés. Quand nous prenons par exemple le Bénin, on ne peut pas dire que le Bénin n'est pas touché. Le Bénin est touché parce que... Tout à fait, le voilà, Bénin est touché. Très bien. Donc, tout pays de l'Afrique qui sont côtiers ou bien qui est côtier est touché par la pollution. Parce que quelles que soient les mesures environnementales ou sociales qu'on va prendre, donc on peut dire en quelque sorte que ça existe dans tous les pays du monde. Oui, dans tous les pays du monde, surtout les côtiers, les pays côtiers, les pays qui sont bordés par la mer. Le professeur a donné quelques exemples tout à l'heure. Il y a les communes qui ne peuvent pas être épargnées. Il a parlé de Cotonou par exemple. Quand nous prenons le Grand Okoué, à Bome-Calavi, Cotonou même, il y a Ouida qui est dedans, il y a Semenkodi et Porto-Nouveau. Et il y a Grand Popo aussi vers la frontière. Il y a même quelque chose qu'on ignore. Quand on parle de la Terre, l'océan occupe 70% de la Terre. L'océan occupe plus de 70% de la Terre. Donc, vous imaginez, la terre ferme sur laquelle nous sommes là, c'est à peine 30%, 25%, 30%. Vous voyez, voilà, on est entouré d'océans. Donc, à partir de ce moment, c'est la loi de plus fort. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que c'est l'océan qui régule le climat sur la Terre. Quand il pleut quelque part, ou bien il gèle quelque part, si vous demandez à la mer, il vous dira quand est-ce que ça va commencer, quand est-ce qu'il va pleuvoir. C'est l'activité que nous menons le plus. Nous avons beaucoup de bouées en milieu marin qui nous permettent de prédire, de voir un peu ce qui va se passer demain. S'il va neiger, s'il va pleuvoir. Et ça permet quand même de se préparer. C'est ça. En plus, ce que je voulais dire, c'est que non seulement que l'océan est plus grand, plus de 70%, il n'y a pas de barrière pour un pays. On prend l'exemple du Bénin. Nous avons une façade maritime. Le Togo à côté de nous a sa façade maritime, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, chacun a sa façade maritime. Est-ce que c'est clôturé? C'est pas clôturé. Voilà. Donc nous avons cet espace-là qui est partagé et qui migre, oui, c'est ça. Donc la pollution touche tous les pays côtiers du monde. Tous les pays côtiers du monde. D'accord. Professeur, nous entendons souvent parler de la pollution terrestre. Quel est le lien que l'on peut établir entre pollution marine et pollution terrestre? Oui, je l'ai déjà dit tantôt, c'est la mauvaise gestion de nos déchets sur la Terre qui entraîne la pollution marine. Oui. Donc, vous voyez déjà le lien. Et je l'ai dit tantôt que l'homme n'habite pas l'océan, mais il exploite. Donc, nous sommes sur Terre, mais nous exploitons le milieu marin. En plus, l'océan, non seulement c'est plus grand, c'est l'océan qui nous permet d'avoir de l'oxygène sur la Terre. Sans l'océan, vous n'allez pas avoir de l'oxygène, parce que c'est de l'eau. Oui. Et tous les mouvements océaniques que nous avons ramènent de l'oxygène sur le continent, rafraîchit le continent. Oui. La preuve est que tous les pays côtiers qui sont proches de la mer, des océans, vous allez voir que le climat est souvent modéré. Oui. C'est quand on remonte, on s'éloigne un peu de l'océan que vous allez connaître les déserts. Donc, l'océan est le poumon de l'humanité, en nous donnant de l'oxygène, en régularisant le climat. En plus, c'est le berceau. Ça nous donne à manger, nos ressources, les poissons, tout ce que nous mangeons. C'est fantastique. Oui, c'est ça. Docteur Djibou, quelles espèces maritimes, quelles espèces marines, j'allais dire, sont les plus affectées par la pollution? Quelles sont ces espèces-là qui sont les plus touchées? C'est vrai qu'il y a toutes les espèces marines sont touchées, mais il y en a qui sont beaucoup plus touchées. Comme vous l'avez dit, il y a les mammifères, par exemple, qui sont touchés. Il y a les oiseaux de mer aussi qui sont touchés. Nous avons également les poissons qui sont également affectés par la pollution marine. Donc, du moment où la chaîne alimentaire au niveau de tout ce qu'il y a comme espèce dans le milieu marin est touché, c'est que c'est presque tous les maillons, pour ne pas dire toutes les catégories d'animaux qui sont touchés. Oui, professeur Adjé, il a parlé de mammifères, des oiseaux de mer. Quelles sont ces espèces-là pour vous qui êtes beaucoup plus spécialiste du domaine? L'océan est une partie de la vie. L'océan abrite des êtres vivants, comme la Terre nous abrite. L'océan abrite également des êtres vivants, comme il a commencé par citer. Nous avons des poissons, les baleines. Donc, à partir du moment où vous polluez ce milieu-là, donc vous affectez, vous contaminez ces ressources-là. Les poissons et autres, comme il a cité les baleines, toutes les espèces vivantes qui sont dans le milieu marin. C'est ça. Donc,
c'est dangereux. Mais professeur, qu'est-ce qui se fait justement pour réguler le phénomène? Qu'est-ce qui se fait concrètement? Il y a beaucoup d'accords. Parce que mais là, c'est beaucoup plus inquiétant tout ce que nous venons de dire. Là. Oui, bien sûr, parce que qui parle, comme j'ai dit, l'océan est le grenier de l'Afrique en matière de repas, de nourriture, par les ressources halieutiques, les fruits de mer que nous mangeons. Et si nous polluons leur milieu, il va sans dire que les poissons sont contaminés. Et dès que les poissons sont contaminés, ça veut dire qu'on se pollue. En mangeant ces poissons contaminés, vous voyez, on se crée du mal. Affecté par les maladies. Il est arrivé souvent, et je ne sais pas si vous avez vécu ça, il y a souvent, les gens utilisent par exemple des produits chimiques pour aller pêcher. Oui. Ça se passe souvent dans les plans d'eau côtiers, les plans d'eau qui sont sur le continent, oui, qui ont des limites, où les gens mettent des polluants dedans. Les poissons meurent, ils viennent à la surface. Ça tue énormément la chaîne alimentaire. Très bien. Ça tue tout ce qui est vie dans le plan d'eau. Et dès que les populations mangent ça, les gens s'intoxiquent. Hein. Bien sûr. Mais et la mort ils le font inconsciemment? Non, ça c'est consciemment. Ils le font... Non, mais on peut pas dire que c'est consciemment parce que ça nous touche d'une manière ou d'une autre. Ça, les conséquences, nous les subissons après. C'est vrai qu'ils sont ignorants des conséquences de ce produit sur la ressource. Pour eux, c'est un moyen de pêche, en fait. Ils utilisent les polluants pour pêcher. Pour pêcher. Pour eux. Pour faciliter la pêche. Parce qu'ils savent qu'en versant le polluant dans l'eau, les ressources qui sont les poissons qui y sont mourront et vont surnager et puis vont pouvoir les pêcher. Donc, pour eux autres, ils sont ignorants des conséquences derrière. Donc, dès que les poissons meurent, ils ramassent ces poissons et ils vont vendre dans les marchés. Oui, malheur à tous ceux qui consomment ces poissons, vous voyez. Même s'ils ne meurent pas maintenant, ils vont avoir les séquelles qui vont traîner pendant longtemps. C'est ça un peu le problème. C'est très inquiétant. La pollution, quand elle n'est pas en grande quantité, vous pensez que vous n'avez pas mais ça, les séquelles sont là, progressivement. À la longue, si on ne les voit pas tout de suite. C'est ça. À la longue, vous pouvez souffrir du cancer ou bien de maladies. Donc, c'est vraiment grave. Sur le plan international, nous avons beaucoup de conventions pour lutter contre ça. Docteur Djibou, vous avez sûrement quelque chose d'autre à... Oui, le professeur a dit l'essentiel. Toutefois, je tiens à dire que... Le professeur a dit que la population le fait de façon consciemment, mais moi, je défendais la population. Oui. Non, en fait, les autres, ils l'utilisent un peu comme des moyens de pêche. Bien sûr. Ils se disent, bon, c'est pour ça qu'ils disent consciemment. Moi, je mets le moyen. C'est comme quelqu'un qui prend le filet pour aller pêcher. Oui. Il sait que le filet va lui permettre d'attraper le poisson. Oui. Mais quelle est la conséquence? En lançant le filet, parfois le filet l'échappe et se retrouve en milieu marin et devient danger pour le milieu. Bien sûr. Parce que tous les filets qui sont abandonnés en milieu marin deviennent des dangers. Parce qu'ils continuent de pêcher continuellement. Bien sûr. Alors que le propriétaire ne vient pas le chercher. Il ne peut plus même. Parce que il ne peut plus parce que ça va dans les grandes profondeurs. Oui, tout en sachant que tout ce qui est en plastique, comme le filet aussi, peut durer 400 ans. 400 ans. Vous comprenez? Que le filet sera en train de pêcher pendant des centaines d'années en étant dans le milieu marin. Tous les jours, ça pêche. Tous les poissons qui tentent de passer par là ou qui échappent sont piochés. Vous voyez? Donc, ça devient un danger pour le milieu. Donc, par rapport à l'exemple que j'ai donné, il veut aller pêcher, mais il est ignorant des conséquences du produit qu'il utilise, des répercussions. Ils sont conscients. Dans le même temps, ils ne sont pas conscients. Oui. Parce que, pourquoi je dis qu'ils sont conscients? Ils savent que ça va créer d'autres problèmes. Oui. Mais ils sont tellement préoccupés par leur butin, leur but. Et c'est ça. Ils savent. Mais il y en a aussi qui sont conscients, mais ne cherchent pas à s'orienter autrement pour mener d'autres activités ou bien pour mener autrement ces activités-là. Parce qu'il doit y avoir des stratégies, n'est-ce pas? Donc, ils se limitent à ce qui est individuel, ce qui leur appartient, ce qu'ils vont gagner comme poisson, mais ils ignorent un peu les dangers ou les conséquences sur les composantes environnementales, y compris l'homme. Professeur, mais qu'en est-il des métaux lourds sur la faune marine? Oui, je voulais venir d'abord par rapport à la chaîne alimentaire, comme il a dit tantôt. La chaîne alimentaire, comme vous comprenez, les plus grands animaux mangent les plus petits et progressivement. Dès que les grands meurent, ils se décomposent et ça permet aux petits de grandir. Donc ça donne une chaîne. Ainsi de suite. Oui, donc vous comprenez que quand nous avons la pollution, quand il y a la pollution marine, ça perturbe
ça touche, ça contamine. Ça contamine d'abord les plus petits, les plus fragiles qui meurent. À partir de ce moment, vous comprenez que les grands poissons seront d'une manière ou d'une autre affectés. Touchés. Donc vous voyez que c'est comme ça que la chaîne alimentaire est un peu pénalisée. Et non seulement ça revient à nous aussi, nous faisons partie de la chaîne alimentaire. Bien sûr. Les hommes, puisque nous consommons également ces ressources-là. Oui. Revenons alors sur l'effet de métaux lourds. J'avais déjà commencé par le dire. Oui. Les produits que les gens utilisent pour aller pêcher dans les plans d'eau, ça fait partie des métaux lourds. Et comme vous savez, tout ce qui est métal, tout ce qui provient de ça, même les hydrocarbures, ça fait partie aussi de ces dangers-là que nous avons. Donc, les métaux lourds sont des ordures quand même marines qui dégradent, qui contaminent toute la ressource. Dès qu'il y a épandage, par exemple, de ces hydrocarbures, et vous ne faites rien, en même temps, vous allez commencer par constater que quelques jours après, certains poissons, vous allez les retrouver à la plage, morts. Déjà parce que le milieu est perturbé et tout ça. Donc, c'est en ça que j'ai dit, bon, par rapport à ça, il y a beaucoup d'accords dans le monde entier qui ont été créés, tout ça, pour quand même contrer ça, pour limiter un peu les dégâts. D'accord. Docteur Djibou, comment la pollution sonore affecte-t-elle les animaux marins? Parce que d'après nos recherches, j'aurais aussi constaté que la pollution sonore affecte d'une manière ou d'une autre également ces espèces. Oui. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et comme vous le savez, en milieu terrestre, la pollution sonore, sinon la pollution, les nuisances sonores, induisent beaucoup de conséquences, perturbent l'environnement, y compris nous les hommes. Quand quelque part, ce n'est pas vous qui émettez le bruit, ça perturbe, ça vous déconcentre. C'est comme ça aussi en milieu marin. Vous savez, les animaux ont leur façon de communiquer, par exemple. Mais quand vous voyez, je prends l'exemple du bateau qui va passer, c'est vrai qu'on constate que c'est silencieusement, mais ça fait ces petits bruits et qui perturbent ces animaux. Prenons aussi les pêcheurs et les pêcheurs qui évoluent avec les bacs motorisés, etc. Tout ça, c'est quelques exemples que je donne. Toutes ces pollutions-là empêchent les animaux de communiquer comme cela se doit. Ça réduit leur capacité à chasser, par exemple, tout ce qu'ils vont manger là. Ils vont pas aller chercher comme nous le faisons, nous les hommes. Vous voyez? Donc, ça réduit leur capacité de subsistance, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, comme quelqu'un, j'ai vu sur un réseau social ce matin, il y a le terrorisme maintenant qui est en train de sévit énormément. Non? Le gars, il prend un ballon de baudruche là, il gonfle ça correctement, et il voit là où il y a un peu de la foule, il se cache et il casse ça. Le bruit que ça émet là, tout le monde commence par courir. Les gens tombent même dans des trous. Débandade totale. C'est exactement le même scénario qui se produit en milieu marin quand il y a la pollution. Parce qu'ils ne sont pas prévenus, ils ne s'entendaient pas. Donc ça perturbe en réalité leur écosystème. Et ça les empêche de vivre comme cela se doit, comme ça se passe chez nous. Quand il y a inondation, tout le monde est bloqué. C'est comme ça aussi, ces pollutions, ces nuisances sonores empêchent les animaux de vivre comme cela se doit. Donc, voilà ce que je peux dire très rapidement. D'accord. Docteur Adjei, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Alors dites-moi, quelle action nous pouvons mettre en place pour réduire la pollution maritime, la pollution plastique? Oui, avant ça, permettez-moi de mettre un mot au niveau de la pollution sonore, là, parce que beaucoup de gens ne le savent pas. Les poissons, en général, les ressources marines, fonctionnent avec des signaux. Les gens, ils mettent des signaux pour se déplacer. Ils constatent les choses, donc. À partir du moment où c'est souvent parce qu'ils ne parlent pas. Ils donnent des cris, hein, comme par exemple les baleines, les dauphins. Ils ont leur façon de communiquer. Ils ont leur façon. Mais quand ils sont en profondeur, ils communiquent avec des signaux. Même pour chasser également, c'est la même chose. À partir de ce moment, quand vous allez faire du bruit, vous voyez que vous perturbez tout ça. Vous perturbez tout ça. C'est d'ailleurs pour ça que toute activité qui doit être menée en milieu marin
On demande d'abord une étude d'impact environnemental. Social. Et dès qu'il y a ces bruits, ces nuisances, on voit d'abord comment quelles mesures prendre pour pouvoir... Quelles sont les mesures pour prévenir. Pour prévenir. Voilà. Quand il y a par exemple les exploitations pétrolifères qu'on fait en milieu marin, il y a forcément un océanographe qui doit être là et à tout moment étudier le comportement des ressources marines. Okay. Surtout les mammifères marins. Quand je parle de mammifères marins, ce sont les espèces un peu qui mettent bas un peu comme les hommes, qui portent des bébés et autres, dont les baleines et autres là, qui ont des comportements un peu semblables à l'humain. Donc, forcément, on est là, on étudie un peu leur comportement pour voir comment ils se comportent et tout. C'est ça. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Donc, c'est sensibiliser. Sensibiliser les gens. Comme j'ai dit, d'abord, il y a des accords internationaux qui existent plein pour contrer ça. Je donne par exemple l'exemple de la Convention de Marpol qui réglemente un peu les déversements, la pollution marine par les bateaux. Par les bateaux. Comme vous le savez, les bateaux font du ballastage. Quand on parle de ballastage, c'est-à-dire quoi? Quand un bateau amène par exemple du carburant au Bénin, au port du Bénin, pour repartir à son port A, d'où il est venu, il devient léger. Bien sûr. Et comme vous savez que au niveau, en milieu marin, il y a beaucoup de vagues. Bien sûr. Il peut rencontrer des vagues qui peuvent tourner le bateau. Bien sûr. À partir de ce moment, pour repartir à son point A, pour aller charger, il est obligé de consommer l'eau. Okay. C'est-à-dire, il aspire une bonne quantité d'eau à la place de son au niveau du tank, quoi. Bien sûr. Où il a déversé, il envoie de l'eau. Vous comprenez qu'il y a déjà un mélange. Il y a un mélange, oui. Dès qu'il est maintenant au port B, au port A, il retourne au port A où il va charger, il va se vider. D'abord, avant de prendre. Et vous comprenez que cette eau-là n'est plus de l'eau propre. Non, pas du tout. Donc, il est interdit de le rejeter en milieu marin. C'est ça. Les gens, par la désinvolture, à quelques kilomètres du port, ils rejettent d'abord l'eau en milieu marin avant d'aller au port, ce qui n'est pas bien. Ce qui n'est pas tout bien. Au niveau des ports, normalement, il y a des dispositions qui sont prises pour recueillir cette eau et pour les traiter. Donc, mais c'est avec des coûts. Et c'est pour ne pas payer ces coûts-là qu'ils déversent en milieu marin. Donc, ça fait le système de ballastage qu'on explique. Donc, nous avons par exemple la Convention de Marpol qui bloque ça. Par rapport aux déchets plastiques, depuis 2022, les Nations Unies ont commencé déjà par réfléchir pour trouver comment faire par rapport à ça. Vous savez, les déchets plastiques proviennent des hydrocarbures. C'est les déchets des hydrocarbures qui nous permettent d'avoir tout ce qui est plastique. Bien sûr. Et comme vous le savez, pour lutter contre ça, on est obligé de le faire dans le monde entier. Puisque, vous voyez par exemple, les sachets qui viennent au Bénin ne sont pas forcément produits au Bénin. Au Bénin. C'est produit peut-être au Nigeria, dans d'autres pays, et ça arrive ici. Donc on est obligé de le faire. Mais avant ça, il y a quand même certains pays qui ont pris déjà, qui ont dévancé des dispositions. Il me semble, si je dois citer le truc de Kenya, le Burundi et autres, qui ont interdit l'importation de sachets chez eux. Parce que, quelque part, nos parents vivaient avant nous sans les sachets. Bien sûr. Oui, pourquoi pas nous aussi? Ça veut dire que nous aussi, on peut vivre sans les sachets. On peut le faire. Oui, oui. Donc, il y a certains pays qui ont déjà dévancé au lieu de voter des lois pour des sachets non biodégradables, parce qu'on ne peut pas contrôler en réalité. Le Bénin a voté cette loi-là. Nous avons celle-là pour ne pas importer les déchets non biodégradables. Mais comment on peut le vérifier? On en est là aujourd'hui. Vous comprenez? Le constat est là. On dirait même que c'est maintenant qu'on a encore plus de sachets. Donc le mieux, c'est d'aller directement à l'interdiction d'importation des sachets au Bénin et voir maintenant les conséquences qui s'en suivent. Parce que en réalité, on s'intoxique tous les jours. Je ne sais pas si vous est arrivé une fois de trouver une mèche dans votre repas. Oui, m'est arrivé. Bien sûr. Les mèches de nos femmes, de nos enfants, tout ça, parce que ça pullule partout. Ça fait partie des microplastiques qui deviennent dangereux, parce que tout ce qui est micro n'est pas très tôt saisissable. Vous ne le voyez pas. Quand c'est un grand sachet, on le voit. Mais quand c'est des micros, c'est dangereux. Ça veut dire qu'on peut l'ingérer. C'est difficile à détecter. Très bien. On peut l'ingérer. Donc, tout ce qui est mèche que nos femmes mettent sur la tête, nos enfants et autres, là, ce sont les déchets de carburant. Ce sont du plastique. Vous voyez? Donc, quand on doit interdire l'importation de sachets, je pense que également les mèches, tous les dérivés également, on doit pouvoir les interdire.
Mais quand vous allez dans les pays qui nous ont dévancés, les femmes sont quand même belles, hein, sans les mèches sur la tête. Merci beaucoup, professeur. Docteur Djibou, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour réguler un peu? Oui, comme le professeur l'a dit, la pollution marine commence par la pollution terrestre. C'est parce que le milieu terrestre est pollué que voilà, la pollution, en tout cas le milieu marin aussi est pollué par la suite. Donc ce que nous pouvons faire, c'est de respecter la réglementation. Parce que quand on le veut ou pas, le professeur l'a dit tout à l'heure, qu'il y a des accords qui sont signés. C'est comme ça aussi les lois existent également. Notre constitution avec d'autres lois, la loi sur l'environnement, etc., et d'autres, la loi sur le changement climatique, etc., la loi sur les déchets plastiques aussi chez nous au Bénin. Donc, toutes ces lois, faisons l'effort de les respecter. Et comme il a dit tout à l'heure qu'il faut sensibiliser, il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser. C'est comme si la sécurité n'a pas une limite. On va dire, bon, on a fini de sécuriser, on ne peut plus continuer. Donc la sensibilisation doit être quotidienne et continuelle pour permettre à tout... On ne doit pas relâcher. Non, non, non. Que ce soit en milieu terrestre ou en milieu marin, on doit sensibiliser tout le monde. Si nous avons de bons comportements en matière de gestion de tout ce que nous produisons comme déchets, je pense que nous allons participer à la réduction de la pollution marine et terrestre également. Allez, voilà, merci beaucoup à vous. Merci. Docteur Christian Adjé, qu'est-ce que vous avez à dire pour clore ce débat? Oui, revenir encore sur la sensibilisation. Il faut une veille citoyenne. Oui, oui. Je pense que on ne cesse de sensibiliser, vous ne cessez de le faire. C'est ça, mais il faut toujours continuer parce que nous avons encore des frères, des gens qui ne sont pas encore conscients du danger de ça. Il y a eu quelques années, on apprenait ici au Bénin qu'au Togo, même quand quelqu'un jette un déchet par terre, on arrête le véhicule, il est poursuivi. Oui. On arrête le véhicule et il va chercher ça. Tout à fait. Et ça continue même dans certaines villes de Togo. Donc c'est ça. Quelqu'un qui a Parakou, par exemple, va penser que lui n'a rien à voir avec la pollution marine. Mais ce n'est pas vrai. Je l'ai expliqué plusieurs fois aux étudiants pour les dire. Tu prends du yaourt à Parakou et tu jettes le sachet. Ça peut se retrouver facilement. Très bien, ça peut se retrouver facilement à la côte, oui. Facilement. Pas l'écoulement. Oui, l'écoulement. Ça peut passer par d'abord le vent, la main au niveau des bas-fonds, ça tombe dans le lac et c'est très rapide. Oui. Pas ruissellement, doucement, doucement. Oui. La pluie qui tombe au Mali, qui tombe au Niger, va forcément se retrouver à Cotonou. On va chercher de l'Oise jusqu'à se retrouver en mer. Tout ce qui se passe sur le continent doit aller vers la mer. Donc, merci beaucoup, professeur. On me fait signe déjà, nous sommes à la fin. Docteur Djibou, rapidement. Oui, merci monsieur le journaliste pour m'avoir associé à cette émission. Je voudrais demander aux téléspectateurs de prendre en compte tout ce que nous avons dit, de faire l'effort de s'aligner derrière tout ce qui est réglementation en matière de pollution, en matière de réduction, en matière de bon comportement environnemental et social pour que notre mer, nos océans se portent bien, que nous puissions avoir la bonne santé. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers auditeurs de Diaspora FM. Docteur Christian Adjé, merci beaucoup à vous pour votre disponibilité. Docteur Djibou, merci également. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Marcel a assuré la technique. Il a été assisté, bien sûr, de Alain Alou. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro de votre émission Au cœur de l'environnement.